Bonjour à tous, cette vidéo pour vous aider à réaliser les questions A2. Donc pour rappel, il s'agit, suite au remplacement du transformateur situé ici, nous devons vérifier si les cellules sont capables d'accueillir le remplacement de ce transformateur. Donc ce qui est intéressant, donc les cellules sont ici, et on va vérifier si elles sont capables d'accueillir le nouveau transformateur qui a les mêmes caractéristiques électriques en amont, c'est-à-dire 20 kV au primaire, 410 volts au secondaire. Et par contre, la seule caractéristique qui change, c'est sa puissance, qu'on a déterminée à la question A1, 1250 kVA. Le couplage ne change pas, et je ferai un petit topo, comme j'ai dit, sur ces couplages-là. Donc, ce qui nous intéresse, donc là, vous avez une photo de l'ensemble monté, c'est-à-dire le nouveau transformateur ainsi que les cellules. Et là, on voit bien apparaître le transformateur de puissance, 2250 kVA, avec les trois câbles tripolaires qui alimentent, côté haute tension, et qui arrivent sur les cellules, qu'on va vérifier si le dimensionnement est correct, suite au remplacement du transformateur, pour rappel. Donc, l'ancien transformateur, donc c'est un transformateur immergé dans l'huile minérale, donc côté primaire, on le repère facilement, côté HTA, donc 20 kV, et côté secondaire, on le repère aussi assez facilement, côté basse tension. Ce qui nous intéresse, nous, dans ces transformateurs qu'on remplace, que ce soit l'ancien, dans le nouveau transformateur qu'on remplace, c'est bien évidemment ses caractéristiques électriques. Donc la plaque signalétique, c'est ce qui est très important sur les transformateurs, permet d'avoir toutes les informations, toutes les caractéristiques électriques de ce transformateur. Alors, volontairement, j'ai pris quelques éléments que je vous mettrai en annexe sur ce transformateur. Alors, ce qui nous intéresse, nous, bien évidemment, je prends les éléments principaux, c'est l'huile, donc c'est un transformateur à base d'huile minérale. Ce qui nous intéresse, c'est le type de refroidissement. Donc on voit ces transformateurs immergés. Donc vous avez les bobinages ainsi que circuits magnétiques qui sont plongés dans de l'huile, dans une cuve à remplissage total. Et donc bien évidemment, le diélectrique et de l'huile. À l'intérieur, il est juste plongé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et l'extérieur, le refroidissement extérieur, c'est un refroidissement à air naturel par des ailettes. Voilà. La chaleur va être dissipée vers l'extérieur et va se refroidir au contact de l'air extérieur. Il y aurait pu y avoir, par exemple, un ventilateur, une ventilation forcée. Et là, pour le coup, ça aurait été un ONAF. Autre caractéristique électrique, c'est bien évidemment le nombre de phases au réseau, donc 3 phases, triphasées. Donc on voit bien les 3 phases apparaître. Donc toujours pareil, un grande lettre côté primaire, A, B, C. La puissance apparente du transformateur, qu'on voit souvent nommée puissance nominale, par but de langage. Fréquence 50 Hz classique, ça aurait pu être aussi un 60 Hz, mais là, il faut le demander. Et ensuite, bien évidemment, la tension primaire 20 kV, donc tension primaire entre phases, donc grand U, AB, et 410 volts, tension secondaire à vide, toujours, qui correspond aux bornes, donc les petites lettres A, B, C, et bien évidemment avec le neutre ressorti qui correspond au couplage, qui est fait à l'intérieur bien évidemment. Donc nous avons bien notre transformateur et les caractéristiques de ce transformateur. Ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est son couplage, donc là on peut apparaître, donc on a bien dit couplage triangle au primaire, couplage étoile au secondaire, neutre au sorti, et si on fait un petit diagramme ici, on voit apparaître le déphasage donc entre la tension grand A côté primaire, donc sur le même noyau, et côté secondaire, et on voit bien l'indice horaire apparaître 11. Il faut imaginer l'indice ici 0, ensuite 1, 2, 3, etc. etc. Et là, on apparaît sur 11. Donc je vous ferai un petit truc dessus pour vous aider un peu plus. D'autres caractéristiques, donc la puce mécanique qui peut nous intéresser, c'est bien évidemment que ces transformateurs sont de grande taille, et surtout il y a un poids assez conséquent. En l'occurrence, c'est des transformateurs qui font 3,6 tonnes, dont 800 kg, on va dire, d'huile, pour simplifier. Donc c'est quand même des transformateurs assez impressionnants. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est bien évidemment les pertes à fil et les pertes en charge. Donc pareil, dans le petit truc sur le transformateur de puissance que je veux rajouter, on en parlera. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en amont, c'est-à-dire les cellules haute tension, suite au remplacement de ce transformateur. Et là, on vous demande dans la première question d'identifier le type d'alimentation côté HTA. Donc il s'agit d'une simple dérivation
Est-ce qu'il s'agit d'une coupure d'artère ou est-ce qu'il s'agit d'une double dérivation? Alors j'ai mis trois illustrations qu'on rencontre classiquement sur tous les ouvrages, et je vais essayer de les détailler, et je vous donnerai un lien pour aller un peu plus loin dans ces explications. Alors, ce type d'alimentation est surtout utilisé en distribution rurale, hein, pour simplifier, et aux alentours des grandes villes, et plutôt en aérien, dans ce qu'on appelle un réseau en antenne. Tout défaut sur le réseau provoque la coupure de tous les abonnés concernés par le départ du poste source. Donc, automatiquement, faut imaginer le point de départ, donc ce qu'on appelle le poste source. Donc là, c'est plutôt toutes ces structures d'alimentation, c'est valable, quel que ce soit une usine ou des clients lambda. Donc vous avez un poste source, une nourrice qu'on appelle un réseau d'alimentation principal, et des dérivations qui partent sur, bien évidemment, des interrupteurs et des grappes de transformateurs. Voilà. Donc forcément, c'est des schémas unifilaires, tout ça. Alors, HTA. Bien évidemment, on voit tout de suite que les points de fragilité sont sur la partie alimentation principale, et la moindre coupure va engendrer beaucoup de perturbations côté client. Donc ça, c'est une structure simple, plutôt rurale, avec beaucoup de fragilité. L'autre possibilité, c'est d'avoir des coupures en artère. Donc là, tous les postes HTA et BT sont branchés en dérivation, donc tous les postes sont en temps parallèle, sur une boucle ouverte. Donc là, on voit bien que la boucle est une boucle ouverte. Hein, elle se referme. Donc elle est ouverte en un point, dit le point de coupure, proche de son milieu. Donc on essaye de faire, bien évidemment, un point de coupure. Ce qui permettra, par exemple, de pouvoir ralimenter assez facilement ces postes en jouant sur les interrupteurs qui sont situés sur cette boucle. Voilà. Donc on peut imaginer assez facilement, on peut imaginer une coupure due à un accident de canalisation, et par le biais des interrupteurs, pouvoir ralimenter les clients en ouvrant des interrupteurs. Donc bien évidemment, il y aura, à ce moment-là, il y aura un temps de réaction de tous ces appareillages. Donc, ce que je vous rajoute, là, en cas de défaut sur une partie de la boucle, on peut toujours alimenter tous les postes en ouvrant la boucle à l'endroit du défaut. Voilà. Donc c'est une alimentation assez classique et plutôt utilisée sur les réseaux industriels aussi. Hein. Sur les réseaux, on peut avoir un point de coupure, un petit temps d'attente entre la coupure et la réalimentation. Et le dernier type d'alimentation, c'est les alimentations double dérivation, donc là très coûteux parce que chaque poste est alimenté par deux câbles avec permutation automatique en cas de manque de tension sur une des deux arrivées. Donc là on voit bien qu'on a un système très coûteux parce qu'on double tous les systèmes. Donc ça c'est plutôt utilisé dans les endroits où on a besoin d'une continuité de service importante.